Bonjour à tous, bienvenue au Balado plein écran, jour 6 de la programmation déjà, un balado présenté en collaboration avec les Copains du son et la Caisse des Jardins de la Culture. Salut Alex! Allô Ariane! Qu'est-ce que ça nous réserve ce jour 6? En fait, on a la chance de commencer le balado avec un premier duo. On va parler à Normand Junior Trnish-Pilot pour le fabuleux Washeshkun et on va s'entretenir aussi avec Juan Frank Hernandez pour Platanero. Tout un duo, ça promet. Un duo de feu. On continue avec quoi? On continue avec un autre duo. On s'entretient avec Martine Frossard pour Hypersensible et Justine Martin pour Les Faux Sapins. Ça promet beaucoup de douceur. Très bonne écoute à tous. On est bien chanceuses et chanceux. Aujourd'hui, on a de la belle visite en studio. On a Normand Junior Trnish-Pilot en studio avec nous. Oui. Bonjour. Tu viens nous parler de Washeshkun? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Et on a Juan Frank Hernandez qui vient nous parler de Platanero. Merci beaucoup de m'avoir invité. En fait, avant de sauter dans le vif du sujet, moi, j'aime toujours poser une petite question de réchauffement. Vous avez sûrement remarqué notre déco festive digne de notre 10e anniversaire. Moi, je me demandais, c'était quoi votre meilleur souvenir de fête? Ma femme a déjà commandé un gâteau d'anniversaire, puis c'était le thème Halloween, le film, là, avec Michael Myers. Fait que mon gâteau, c'était Michael Myers. Puis sinon, un truc qui m'arrive souvent pendant les fêtes, que ce soit ma fête ou celle de mes enfants, j'ai tendance à accidentellement mettre le feu à la table, sur le gâteau. Fait qu'il y a toujours un accident en rapport avec le feu. Je me brûle les doigts. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe quand c'est un anniversaire. Donc, c'est pas mal les seuls souvenirs qui me viennent à l'esprit rapidement là. Mais... c'est un excellent souvenir. Ça, moi aussi, j'aimerais ça en avoir un gâteau comme ça. Et puis toi, Juan? Ça fait longtemps, ça fait 10 ans de ça. J'étais allé voir le film War Dogs, qui n'est pas si bon que ça. C'était bien ordinaire. Mais c'était pour ma fête. Je suis allé avec 2 de mes amis et pendant tout le moment où il y avait les bandes annonces, plein de monde de ma famille et des amis rentraient dans la salle parce qu'on allait faire le party après, mais il y avait comme mon père qui arrivait, des amis que j'avais pas vus. Là, c'était la seule fois dans ma vie où à peu près tout mon monde se retrouvait dans la même place. Pour un film qui est absolument pas important pour moi, qui s'appelle War Dogs, que j'ai jamais revu. Fait que ça a été un beau surprise. Et après ça, on a vraiment fait le party. Où est-ce que vous êtes été? On est allé au parc Laurier. OK, cool. Il y avait plein de bouffe, plein d'alcool, et j'étais malade le lendemain. Et en soufflant sur le gâteau, je pense que j'ai même postillonné sur les bougies. C'était vraiment C'était avant la COVID. De quoi? C'était avant la COVID. Okay. J'aimerais commencer par Washeshkun. Normand, est-ce que tu peux expliquer pour les gens à la maison ton film? Washeshkun, c'est l'histoire principalement d'un père qui veut sauver l'âme de sa fille. Fait qu'il y a les thèmes de culpabilité là-dedans qui sont abordés, de sacrifice, d'amour. C'est vraiment qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour sauver quelqu'un. Tu sais, quand on sent qu'il est arrivé quelque chose de grave, comme un suicide, par exemple, puis qu'on sent que c'est de notre faute. Donc, il y a plusieurs choses qui sont traitées dans ce film-là. Tu sais, des fois, c'est au niveau de la culture, chez les Autochtones, chez les Inuits, la réappropriation d'une certaine spiritualité. Tu sais, j'essaie d'aborder comme des thèmes comme c'est pas les réponses absolues au mal-être qu'on vit en tant qu'Autochtone, mais plus, peut-être pour moi, une partie de la réponse, c'est se rapprocher de sa culture, de sa langue, de sa spiritualité. Donc, c'est un film quand même assez court, c'est en bas de 9 minutes, mais je pense que j'ai essayé de dire beaucoup de choses en peu de temps. Donc, Washeshkun, c'est ça, c'est vraiment l'histoire d'un père et sa culpabilité, son amour, son sacrifice. C'est un film très dense, en effet. Est-ce que tu peux me parler un peu de la naissance du projet? Moi, je suis le grand frère de... Chez ma mère, on est 5 enfants, je suis le plus vieux. Puis,
sur les communautés autochtones, souvent, c'est les grands-parents ou les plus vieux de la famille qui s'occupent des plus jeunes. Donc, tu sais, moi, j'ai toujours ressenti cette pression-là, ce poids-là de s'il arrivait quelque chose à mon petit frère ou à ma sœur, comme par exemple, comme dans le film un suicide, j'aurais l'impression que c'est de ma faute parce que je me dis, j'ai pas été un assez bon grand frère ou j'ai pas été un assez bon modèle, j'ai pas assez protégé mon petit frère ou donc c'est vraiment cette peur-là qu'il arrive quelque chose à eux parce que c'est un projet qui je pense qu'il était en développement dans mon esprit depuis très, très longtemps. Et puis, tu mentionnes que le processus, en fait, que le projet fermentait pendant longtemps avant qu'il vienne à fruition. Moi, j'aimerais savoir le processus d'écriture. Combien de temps ça t'a pris? Comment ça s'est passé, le processus d'écriture? Le processus d'écriture, je ne sais même plus combien de versions du scénario que j'ai écrit, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'ai changées en cours de route. C'est vraiment... Puis aussi la faisabilité aussi. Il y a des versions du scénario où ce que ça aurait été possible seulement si j'avais eu plus de moyens, plus de budget. Donc, il a fallu que je coupe des trucs. Parce que c'est un film qui a vraiment été fait sur ma communauté, mais avec mon argent de poche, si on veut. J'ai engagé des amis, j'ai trouvé un directeur photo. On est quand même loin. Ça a été tourné à Ouachat, qui est juste à côté de cette île. Puis le directeur photo venait de Montréal. J'ai un ami technicien qui est parti de Montréal aussi pour nous aider. Donc, on n'avait pas beaucoup de moyens pour le tourner. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu que je change des petites choses, mais on s'est rattrapé, je pense, un petit peu en montage sonore. Donc, J'avais noté justement. Est-ce que tu peux nous parler un peu du traitement sonore de ton film? Je voulais vraiment... Au début, il y avait de la musique. J'ai payé pour de la musique, mais je sentais que peu importe la musique que je mets, j'avais l'impression de manipuler. Puis des fois, je me disais, c'est déjà assez lourd. J'entendais comme une note de piano ou de n'importe quel autre instrument, puis je trouvais comme, OK, là, je suis en train de jouer avec les gens qui vont voir le film. Fait que, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, on va juste tout enlever la musique. Donc, il y a zéro musique dans le film. Puis après ça, j'ai voulu vraiment habiter le film avec une ambiance sonore. Puis, tu sais, dans les versions du scénario, il y avait l'endroit où va le père pour retrouver sa fille. C'est un endroit sombre. C'est ce qu'on pourrait appeler, pas les limbes, là, mais on va appeler ça de même pour le moment, mais pour moi, c'est un endroit d'où on ne peut pas s'échapper. Donc, c'est surveillé par une créature, une bête, un endroit où les gens qui commettent cet acte-là de s'enlever la vie vont. Puis c'est vraiment des croyances chez les Inuits, chez les Autochtones en général, je pense que quand on commet cet acte-là, on va dans un endroit qui est sombre. On va pas tout de suite dans le monde lumineux des esprits ou, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler aussi le paradis. Donc, c'est vraiment, au niveau sonore, c'est vraiment ça que j'essayais de recréer. Puis, on a eu beaucoup de fun avec, si je me souviens bien, son nom, c'est Sylvain... Au montage sonore? Ouais, Bellemare, c'est ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fun parce que j'ai donné comme beaucoup de lousse, si on veut, pour essayer de donner vie à cette chose-là qui crée une interférence entre le père et sa fille. Parce qu'à chaque fois que le père appelle son enfant, on entend le bruit, le son de la bête, si on veut, là, pour couper le lien entre le père et sa fille. Donc, on a eu beaucoup
beaucoup de plaisir à monter, à créer ce son-là. Puis j'écoutais le film à Juan aussi, puis le monstre, les cris du monstre, c'est tous des trucs qui m'ont fait triper. J'ai hâte que tu en parles aussi, du traitement sonore. Puis c'est ça. Puis juste vite un commentaire. Ton film, je l'ai beaucoup aimé. Puis la première chose que je me suis dit, c'est wow, ça a dû coûter cher. Parce que dans l'image, le son, les décors, les costumes, c'est vraiment comme... c'est bravo pour... Merci, bravo pour ton film aussi. Film. Moi, j'aurais voulu le voir sur grand écran. Parce que j'aimais beaucoup l'ambiance. Ça a vraiment été travaillé pour... pour le grand écran, ça. Pour une salle de cinéma. Mais il y a beaucoup de mood, beaucoup d'ambiance. Il y a des moments où c'est comme... C'est très enveloppant. Ouais. Juan, est-ce que tu as des questions pour Normand? J'ai envie que tu m'expliques la fin, mais c'est plate un peu de se faire expliquer la fin, mais... Ouais, en gros... mais je comprenais qu'il était mort, qu'il se faisait... Parce que pour rejoindre sa fille, où sa fille est, il a fallu qu'il se suicide lui-même. Donc, il n'aurait pas pu s'y rendre s'il était mort d'une autre manière. Donc, il s'est vraiment noyé dans le bain. Ouais. Puis, pourquoi il s'est noyé dans le bain versus, mettons, s'accrocher, se pendre. Dans le scénario, c'était vraiment pour se donner une chance. Ouais. Je me dis peut-être qu'il a appelé quelqu'un avant de se pitcher dans l'eau puis de s'attacher, puis il va mourir quelques minutes ou je sais pas trop, mais le temps de sortir sa fille de là, puis après ça, peut-être lui retourner dans le monde des vivants. Ou peut-être qu'il va rester pogné où ce qui est, puis ça va finir là. Mais c'est pour ça que j'ai laissé ça un peu... On ne sait pas s'il se réveille, il me semble. C'est ça. Moi, à la fin, j'étais comme... J'avais comme plus de... J'avais le souffle court à la fin. J'étais comme, oh non, il va s'ouvrir les yeux. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on parle de sacrifice dans le film. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on ressent. Puis moi, venant d'une communauté autochtone, le suicide, j'en ai vu beaucoup. Que ce soit dans ma famille proche ou même dans un travail que j'ai occupé pendant 15 ans. J'ai côtoyé beaucoup de cas comme ça de suicide. Puis, je le ressens, c'est quoi qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'était très effectif. C'était vraiment bien joué. J'ai adoré l'atmosphère dans le film. J'adore le mood du film. J'aurais voulu que ce soit plus long. On en aurait pris plus. On en aurait pris plus. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Normand. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est moins évident à la première écoute du film que tu aimerais que le public sache? Que ça parle de suicide. Donc, je pense que les gens, c'est important qu'ils le sachent avant de visionner le film. Il n'y a pas d'avertissement. On montre rien de très... c'est très suggéré. Donc, on voit, mettons, les marques de la fille, on les voit pas, on voit pas de sang, on voit pas de... Même la mort du père, c'est suggéré. On laisse le spectateur vraiment se faire une tête sur qu'est-ce qui s'est passé. En effet, c'est un film qui est très dense et riche en thématiques. Le film de Juan est très riche aussi. Salut Juan, on va passer à toi. Salut. Pour les gens à la maison qui n'ont pas vu ton film, est-ce que tu peux l'expliquer un peu? Il y a deux affaires que je voulais parler de trucs personnels, ma peur de la mythologie, parce que moi je suis moitié québécois, moitié dominicain. Fait que le film, pour ceux qui se demandent comment ça se fait que j'ai fait ce film-là, c'est parce que j'ai passé beaucoup de mon enfance et j'ai beaucoup fait d'aller-retour en République dominicaine un peu pas mal toute ma vie. Où est-ce que j'ai grandi en République dominicaine, dans un ranch où il y avait une plantation de bananes, à côté d'un bidonville haïtien. Et il y a une légende en République dominicaine qui dit qu'il y a il y a la créature qui surveille les ranchs, tu sais, qui surveille les ranchs contre les gens qui volent. Tu sais, c'était comme... Puis moi, je me promenais souvent dans la plantation de mes parents, puis pas de mes parents, mais de mon oncle, puis
il me faisait tout le temps peur. Avec mes amis, on s'en allait comme voler des bananes dans la plantation. Puis il me disait, si vous restez trop longtemps là, vous allez vous faire manger par le monstre qui surveille par la plantation. C'est complètement fou. Puis j'allais avec des jeunes, avec mes amis qui étaient haïtiens et dominicains. Fait que c'était un peu... j'avais tout ce bagage-là quand j'étais jeune. Puis je l'ai comme complètement oublié après quand j'ai voulu écrire le scénario. C'est juste en y repensant. Je me suis dit, ça serait le fun de prendre cette prémisse-là, de jeunes qui s'en vont dans une plantation pour voler de la bouffe. Fait que je trouvais ça... Puis de parler un peu du voisinage de mes amis qui habitaient dans les bidonvilles juste à côté, qui étaient... Fait que j'aurais jamais fait ce film-là si j'étais pas allé là-bas comme souvent, comme à chaque été, puis que je passais tout le temps mon temps. Oh, j'ai donné des coups au micro plusieurs fois. Je bouge trop des mains. Fait que, c'est ça qui est... Je suis tellement resté en contact avec les gens de là-bas que je me suis dit, ça serait le fun de faire un film dans cette location-là, avec cette communauté-là, puis en utilisant tout ce terrain-là, les terrains, où est-ce que mes amis, les maisons pauvres que vous voyez dans le film, c'est mes amis, mes cousins, mes voisins qui habitent là. Ça n'a comme pas de bon sens. C'est comme j'ai eu toutes ces locations-là pour presque rien. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est des gens... C'est des gens que je connais. C'est comme, je pourrais-tu tourner chez vous? OK. Wow. Je peux-tu tourner à la plantation? Mon oncle? OK. Fait que ça a tellement... Puis tout était à côté. Tout a l'air d'être loin, mais en réalité, tout est comme... Tu sais, un rayon genre de 15 minutes de marche? Ouais, c'est ça. Wow. Ouais, même pas... Il n'y a pas de 15 minutes d'auto. Il y a un seul endroit où c'est 15 minutes d'auto. Puis j'ai dû éliminer, il y avait des affaires au centre-ville de La Vega où le film se... Mais finalement, on a enlevé ce bout-là. Fait que tous les terrains, c'est des amis, des voisins. Ouais. Fait qu'il y a eu cet aspect-là de vouloir parler de la mythologie, de vouloir parler de mes souvenirs d'enfance. Il y a l'autre aspect aussi de parler de l'aspect un peu social du film, parce que, tu sais, ce qui se passe... on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis avec les agents du ICE américains. Mais en République dominicaine, ça fait plus de 20 ans qu'il y a des agents du ICE dominicains qui vont arrêter aléatoirement les gens d'origine haïtienne en République. Puis ces gens-là, en retournant voir mes amis, je vois souvent les camions de déportation ou des gens qui viennent se cacher dans notre terrain pendant que les agents du ICE dominicain les cherchent, puis on est comme, OK, venez vous cacher dans le terrain, puis c'était... ça, c'est... Quand j'ai été témoin de ça, je me suis dit, crime, il faut que je fasse un scénario là-dessus. Puis à un moment donné, je savais pas, tu sais, j'ai demandé, c'est comme, je sais pas, il me semble que ça serait le fun de faire un film sur, tu sais, sur la communauté, sur vous autres, puis on dit, t'as plein de regards de ce qui se passe en ce moment avec les camions de déportation qui rentrent et qui viennent attraper du monde. Tu pourrais faire un film là-dessus. Je suis comme, ben oui. Fait que c'est eux autres qui m'ont comme un peu donné l'idée de faire le film. Puis en termes d'écriture, combien de temps par la suite? Est-ce que tu savais tout de suite où tu t'en allais? Ou... non, c'est que... le canevas est trop large. Tu sais, j'avais le carnaval que je voulais faire. Je voulais parler de la communauté haïtienne. Je voulais parler de la plantation. Puis à un moment donné, c'est juste mon co-scénariste qui m'a dit « Ah, c'est des gens qui s'en vont voler dans une plantation puis ils se font poursuivre par un monstre qui représente le colonialisme et le racisme et tout ça. » Je suis comme « OK, ça pourrait être c'est une idée simple. Et ça pouvait fonctionner de faire un miroir que le monstre pouvait représenter toutes sortes de choses qui se passent dans la société en République dominicaine. C'est très chargé. C'était super compliqué essayer de mettre tous ces éléments ensemble. À chaque fois, c'était tout le temps une idée trop compliquée. Fait que, surtout que, tu sais, à un moment donné, des amis haïtiens m'avaient dit « Ah oui, il y a eu du monde qui sont allés... ils ont juste passé dans le terrain de quelqu'un de riche, puis ils se sont fait tirer dessus, en affaire de même. » Fait que j'étais comme « Oh my God! » Wow! Ça serait vraiment une bonne... Je trouvais que c'était une bonne prémisse de dire qu'est-ce qui se passerait s'il se faisait poursuivre par la créature qui me faisait peur, tu sais, quand j'étais petit. Puis
au début, c'est très chargé comme ça. Au début, c'était censé être un personnage dominicain qui s'occupait d'un jeune haïtien. Mhm. Mais, fait que... Puis là, finalement, j'ai rencontré Yerdens, puis là, finalement, j'ai juste dit, OK, ça va être le point de vue des migrants haïtiens qui habitent en République dominicaine et qui doivent survivre au racisme de jour et le racisme est violent durant le jour et une autre forme de violence et de racisme durant la nuit. Mhm. Puis quand en plus de s'assurer une survie. En plus de s'assurer une survie. Fait que, tu sais, quand j'ai rencontré les deux frères qui sont dans mon film, qui sont des vrais frères dans la vraie vie, je me suis dit, j'ai réorienté, je me suis dit, ça va être juste du point de vue de personnages haïtiens. Parce que je trouvais ça, tu sais, je connaissais Erden qui habitait à Montréal. Je me disais, je vais le caster, je vais que j'ai tout écrit en pensant à lui. Fait que voilà. Fait que le film, un peu par accident, est devenu beaucoup plus haïtien dans l'orientation. Tu sais, fait on en parle beaucoup plus frontalement à cause du casting. Tu sais. Absolument. Tu parles de ta rencontre avec Erden. Est-ce que tu peux nous parler du reste du casting? Comment ça s'est fait? Ben, Yerdens m'avait proposé son frère il y a longtemps. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, OK. Fait on l'a passé en audition et les deux avaient une bonne chimie. Puis en plus, lui, dans le film, c'est son mentor, mais en plus, son frère Stanley, qui fait Tiferet dans mon film, qui est le protagoniste du film, a vraiment un rapport de tu sais, comme son frère dans la vraie vie est son mentor, mais dans la fiction aussi, c'est son mentor. Fait que ça fonctionnait super intensément, parfaitement. Fait on s'est dit, ça va... J'aimerais ça savoir, parce que j'ai beaucoup aimé les scènes qui se passent la nuit. Je voulais savoir, dans les conditions où vous étiez là-bas, j'imagine que tu n'avais pas accès à des grues puis à plein d'affaires comme ça. Comment ça s'est passé un peu, ce tournage-là là, pendant la nuit? Puis... oui, on avait des... Tu veux savoir comment c'était éclairé? Ou, juste comment toi tu l'as vécu avec ton équipe? J'imagine que vous n'étiez pas 20 personnes là-bas. On était 20 personnes, plus que 20 personnes. Ah, non, sérieux? Ah ouais. C'était une grosse équipe. Ouais, c'était vraiment une grosse production. En plus, c'était beaucoup de camions, beaucoup de batteries, comment on appelle, des génies pour faire fonctionner la lumière. C'était assez... ça a l'air gros, mais en même temps, tu sais, la plantation, tout a de l'air pareil, fait qu'on réutilisait tout le temps les mêmes rangées de plantation. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on avait l'impression qu'on allait vraiment loin, mais en réalité, tout était proche quand même. Ce qui était tough, c'était le monstre. Vraiment, c'est vraiment tough de dresser un monstre. C'est quoi ton inspiration pour, j'imagine, t'as écouté plein de films pour donner vie à ton monstre, à toi, mais... L'inspiration, c'est un mash-up. Un peu la culture dominicaine, le diable, parce qu'on a un carnaval en République dominicaine avec des figures un peu similaires, diaboliques. Un peu le loup-garou haïtien, même si ça c'est un peu controversé parce que dans quoi il ressemble, c'est très, très, très peu clair. On a mâché un look où ce serait un monstre démoniaque qui représenterait un peu la culture dominicaine et haïtienne, et on les a comme composite ensemble. OK. En voyant le monstre sur certains plans, ça me faisait penser à The Village. Puis, The Village, oui. Oh mon Dieu, oui. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup The Village, oui. Ouais, moi aussi, en fait. C'est un film que j'apprécie beaucoup, beaucoup. C'est so underrated. en ligne, je pense que les gens n'aiment pas de ce que je vois. Là. Il n'est pas très aimé comme film, mais... c'est mieux réalisé que des films. Il y a des scènes que je réécoute quand même souvent de ce film-là. Des plans ou des portions du film que j'aime beaucoup. Puis ton film m'a replongé dans le monstre... Puis le cri aussi, je pense qu'il y a même de la fumée qui sort de sa gueule quand c'était un monstre quand même impressionnant. Mais c'est drôle que tu as vu The Village parce que tu as raison, The Village. Personne ne le sait, mais The Village, c'est une grande influence. C'est un secret de balado. Je viens de révéler un grand secret aujourd'hui, The Village. Je trouve c'est vraiment bien fait. Qu'est-ce que tu as fait, puis... bravo. Merci beaucoup. Bravo à toi aussi.
Merci Normand, c'est des excellentes questions. Ben oui. Moi, pour la fin, j'aimerais que tu nous parles un peu du traitement sonore, justement, parce que j'avais noté ça aussi pour ton film. C'est drôle, parce que j'ai beaucoup pensé au son en faisant le film, tu sais, même en l'écrivant, tu sais, le monstre, tu sais, le bruit des grelots, tu sais, puis... le traitement, ça veut dire qu'est-ce qu'on enlève, dans le sens... Comment les sons ont été faits ou plutôt, en fait, ce que tu avais en tête, ce que tu voulais recréer, c'est... Ouais. Comme si on pense, par exemple, au gémissement... Pardon. Non, vas-y. Comme par exemple, si on pense au gémissement de la bête. Ouais. C'est comment... C'est des sons d'animaux transformés. Hein. C'est Francis Gauthier qui a travaillé. C'est un très bon... D'ailleurs, il a appris avec Sylvain Bellemare. Il a transformé des sons d'animaux qui existent, puis il a juste mis des trucs pour faire en sorte qu'on les reconnaisse pas. Des fois, je voyais les animaux qu'il avait mis, j'étais comme « Ah ouais, il y a ça. » Je peux pas dire c'est quoi parce que ça va briser. Si je le dis, ça va être plate. Vous allez plus jamais voir le film pareil. Un abeille. Un koala. Qui est comme ralenti. Inversé. OK, ça, je peux le dire. On a utilisé des bruits d'abeilles ralentis puis inversés. Ouais. Ça fait des... Pour vrai? Ouais. Pour vrai? Ouais. OK, ouf. Ouais. OK, wow. Mais c'est tout ce que je vais dire. Ouais. Mais dans Jurassic Park, il y a un koala. Tu sais, quand il y a un moment donné, le T-Rex, il se retourne. Tu sais, la première fois qu'on voit le T-Rex à travers la clôture, puis il fait comme... Tu sais, une espèce de bruit vraiment guttural. Ouais. C'est un koala. Ralenti. C'est intéressant. Puis l'abeille, je pense, c'est un des seuls un des seuls sons que je me souviens qui a été travaillé, mais Sylvain, il a patenté comme plein de trucs ensemble pour créer ce son-là. Puis ton monstre dans le film, c'est vraiment... c'est super bien fait, je trouve, son cri. Puis justement, c'est des bruits. Quand tu regardes ça, là, c'est comme... Ah ouais, ça... tu te doutes pas que ça peut donner ça, mais j'ai vraiment trippé, moi, à le voir, à travailler puis créer l'environnement. Ouais. Puis... C'est vraiment quelque chose d'habillé, mais à un moment donné, dans Platanero, ce qu'il fallait faire, c'était des choix. C'était loadé de son. Le premier montage, c'était comme il y avait 50 tracks de son. C'était chargé de son. Puis j'étais comme, oh wow, c'est vraiment cool, on a plein de sons dans le film, c'est génial. Puis après ça, à un moment donné, on va enlever des choses, tu vas voir. Puis parce que c'était trop busy? C'était trop busy. C'était tellement busy. Il y a la séquence où il rentre pour la première fois avec le beau flair puis la lampe de poche, puis il rentre de l'autre bord de la clôture pour la première fois. Tu sais, comme la première scène où il rentre dans la plantation, là, vraiment intéressante. Ben, tout ça, c'était busy de son. Puis à un moment donné, il a juste enlevé plein de sons. Puis on entend juste les pas. Puis c'est juste assez. Avec le bruit des oiseaux. Puis c'est comme, j'avais pas pensé ça. Mais oui, c'est parfait, justement. Less is more. C'était ma première expérience, moi, avec, tu sais, comme dans un contexte professionnel, si on veut, là. Pour la post-prod, il y a eu le bruitage, puis j'imagine que ça a été la même chose de ton côté, tu sais, pour donner vraiment vie aux images, tu sais, juste un frottement de vêtements ou plein de petits détails comme ça qui, tu sais, moi, en post-prod, je regardais tout ça, puis j'étais comme, wow, tu sais, j'étais juste heureux, reconnaissant d'avoir plein de monde comme ça qui travaille pour donner vie au film. Puis au niveau, tu sais, c'est des sons aussi pour ton film, je pense, fait un bon travail là-dessus. Là, au début, avec les gardes qui sont proches de la maison, les bruits de chaises, puis de pas. En tout cas, c'est... Le bruit, tu sais, pour créer un lien entre les monstres, je devrais pas... Ben, je suis en train de briser je suis peut-être en train de donner trop d'éléments. Là, mais... On est là pour ça. On est là pour ça. Le bruit des costumes des carnavals, que c'est des grelots. Tu sais, tu les entends sur les méchants démons de carnaval que tu vois. Là. Ben, le monstre a les mêmes bruits que les costumes de carnaval. Je sais. Mais oui, tu sais, les bruits de grelots puis métalliques que tu entends. Ben ouais. C'est une superbe allusion. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je continuerai. Vos films sont très pactés en bon français. Il y a beaucoup de choses à aborder. On doit malheureusement mettre fin à ce superbe balado. Merci à vous deux pour votre visite. C'était vraiment super. Merci pour l'invitation.
bienvenue à Martine Frossard pour le film Hypersensible. Bonjour Martine. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Et bonjour à Justine Martin pour Les Faux Sapins. Bonjour Justine. Allô. Allô. Re-bienvenue à plein écran. Je pense que tu étais venue nous rendre visite pour la 8e édition. Oui. Pour le superbe Oasis. Oui. Comme vous avez sûrement remarqué, on a une belle thématique de fête en studio aujourd'hui avec nous, avec les ballons et les décorations. C'est pour notre 10e anniversaire. Puis pour se délier un peu, moi, je me demandais, c'est quoi votre meilleur souvenir de fête ou le plus beau cadeau de fête que vous avez reçu? Ou, Joseph a eu une bonne idée, c'est quoi votre film préféré de Noël? Parce qu'on va break the fourth wall. On est en pré-enregistrement en décembre en ce moment. Bah, clairement, moi, je pense que j'ai pas trop le choix de dire Astérix et Cléopâtre. C'est tellement le gros classique, mais impossible de... Ben, je le regarde, puis impossible de pas plonger dedans, là. C'est automatique. Il passe, puis je le regarde au complet. J'ai beaucoup aimé les 12 travaux d'Astérix. Oui, moi aussi. Non, c'est clair. Le bout avec la bureaucratie française. Clairement. Puis les Amazones. Oui. Non, c'est sûr. C'est les deux dans mon top de films de Noël. Il y avait Ciné Cadeau aussi. Au Québec, moi, j'étais une grande fan, donc... C'est toujours un classique aussi qui revient. Mais j'essaie de penser à un cadeau de fête aussi pour aller dans la thématique. Et je me rappelle d'un cadeau de Noël que je voulais vraiment, si on reste un peu dans les thèmes. Puis ça avait été un petit chat en toutou. Puis c'était la seule chose que je voulais de comme Noël. Mes parents étaient comme, si tu veux d'autres choses et tout. J'étais comme le Père Noël, je veux juste un chat gris. Je sais pas pourquoi. Fait que je voulais juste ça et fait que c'était comme j'avais le chat idéal en tête, en toutou. Puis voilà. Puis j'étais vraiment contente parce que c'était comme la seule chose que je voulais. Mais... Tu l'as eu? Mm-hmm. En fait, est-ce que je peux raconter une autre anecdote qui est vraiment drôle? Lâche-toi, ben oui. OK. Ben, parce que j'ai pas comme beaucoup d'exemples, mais je me rappelle une année, le Père Noël nous avait apporté à ma sœur et moi des autos téléguidées. Oh. Quelque chose qu'on n'avait pas mis sur notre liste. Puis à l'époque, on n'était pas vraiment auto pour jouer. Et mon père était tellement content de recevoir des voitures. Il était comme, les filles, c'est génial et tout. On a eu des autos téléguidées par le Père Noël et tout. Fait qu'il y a eu un petit trick, là. Ouais. Moi aussi, je fais ça avec mes filles parfois. Oui. Incruster une idée cadeau pour que finalement, que ça me serve à moi. C'est ça. En fait, on peut sauter dans le vif du sujet. On peut commencer par Martine, qui nous offre un superbe film d'animation. Martine, est-ce que tu peux décrire un peu ton projet pour les gens à la maison? C'est mon premier court-métrage d'animation professionnel, on va dire ça comme ça, fait à l'ONF. J'avais fait avant ça des petits projets très DIY, maison, de courts-métrages d'animation. Mais là, c'est vraiment mon premier projet déposé à l'ONF. Et dans ce film, je voulais à la fois parler d'hypersensibilité et en même temps, je voulais parler un peu des étapes du deuil et de l'injonction un peu de la société à vouloir vite nous remettre sur pattes et à vite fonctionner, être de bons petits soldats pour fonctionner plus vite. Donc voilà, j'avais un peu ces deux éléments-là que j'ai voulu monter dans un film d'animation très expérimental et surréaliste. Et donc on suit le parcours de cette jeune fille à travers toutes les étapes du deuil, le choc, le déni, la colère, etc., jusqu'à sa reconstruction. Je mets des guillemets parce que, justement, je ne veux pas imposer cette vision-là à la fin non plus, mais c'est ça. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de départ pour ce projet? Ça a démarré un peu pendant la pandémie. J'avais déjà été contactée par l'ONF pour venir faire un film, mais j'étais un petit peu à court d'idées. Puis en même temps, la pandémie commençait. Moi, j'ai 2 petites filles, donc voilà, à la maison non-stop pendant la pandémie. Et en fait, pendant cette période-là, ma sœur a fait une dépression, puis a traversé des épreuves assez difficiles. Et ma sœur et moi, très jeunes, on a perdu nos parents, en fait, à l'âge de 12 ans et 14 ans. Donc,
justement, quand ma sœur a traversé son épreuve de vie en 2021, j'ai fait un lien direct dans cette même injonction à vite se remettre sur pattes, puis encore plus quand on est adulte. Donc, j'ai voulu un peu aborder ces thèmes-là. Et à ce moment-là, on me disait aussi beaucoup que je pensais trop. Enfin, on m'a toujours dit que je pensais trop, que je ressentais trop. Donc, j'ai voulu un peu incruster aussi toute cette partie-là de sensibilité, puis voilà, qui va très bien avec cette efficacité qu'on nous demande d'avoir versus justement comment on gère nos émotions, comment on vit avec, comment on doit les gérer pour fonctionner, justement. Je me demandais, est-ce que le processus d'écriture de ce film a été pour toi thérapeutique? En fait, je pense que je me suis lancée. Moi, j'ai 40 ans, donc je sais pas, j'avais l'impression que mon deuil était fait. En tout cas, il n'est jamais fait complètement, mais j'avais l'impression que j'avais bien avancé là-dedans. Donc, je me suis lancée sans avoir trop peur. Puis finalement, le film m'a un peu rattrapée pendant que je le faisais. Donc, ça a été un processus quand même un peu thérapeutique dans le sens où un peu art-thérapie. Dans le sens où, à mesure que je dessinais, on ne sait jamais exactement où on s'en va dans un film d'animation. On dessine, puis on redécouvre à mesure ce qu'on... Enfin, voilà, c'est pas, on n'est pas nécessairement en train de filmer quelque chose qu'on vient resserrer, on dessine, puis après, voilà le résultat, voilà ce que ça donne visuellement. Donc, j'ai découvert moi-même mon film à mesure que je le faisais, que je le dessinais. Donc, il y a des images, puis des impressions qui ressortaient un peu, que j'ai redécouvert. Puis ça m'a fait vraiment plonger dans de l'anxiété, des états quand même assez difficiles. Donc oui, ça a été clairement thérapeutique. Mais là, il est terminé, il est derrière moi. Donc là, je commence à retrouver un peu la distance, un peu comme quand on accouche d'un projet qui part après, loin de nous. Et puis, avec la distance, je trouve ça intéressant de parler de notion de distance par rapport à un projet qu'on a pondu. Est-ce que, avec le recul, est-ce que tu aurais fait la même chose ou est-ce que tu aurais changé des choses par rapport au format de ton film ou, à la base, je le voyais plus expérimental. Mais bon, à l'ONF, on est extrêmement bien accompagnés. Là, on a une équipe énorme qui est là pour nous. Donc, j'avais mon producteur, Marc Bertrand, que j'admirais beaucoup déjà. J'avais toute l'équipe technique qui était là, présente pour moi. J'avais des conseils. Je pouvais faire appel à des scénaristes. Enfin, c'était très ouvert. Donc, j'ai vraiment aimé cette ouverture-là. Et puis, je le referai à 2000% pour tout ça parce que c'est comme une expérience de fou. Enfin, c'est l'ONF. Puis, voilà, j'ai aucun regret. Mais je me serais moi-même un petit peu mieux baquée pour aborder tous ces thèmes-là. Puis ça, je pense que à refaire, j'améliorerai l'accompagnement de ce côté-là pour mieux aborder ces thèmes, puis me sentir sécure et solide pour aborder ça, parce que le corps oublie rien. Puis là, mon corps ressortait des impressions physiques, des choses que j'avais pas nécessairement vu venir. Donc, ouais. J'ai beaucoup aimé, justement, comme, tu sais, autant l'approche visuelle et tout, puis tout ce qui était par rapport au thème. Mais je trouve ça juste vraiment touchant aussi que ça soit lié à tes propres expériences, puis comment c'est matérialisé. Mais je me demande aussi maintenant... là, le fait, justement, qui est comme un peu à l'extérieur de toi, comment tu le vis, vu que c'est quelque chose de très personnel aussi? Je pense que ça fait du bien de le voir un peu à l'extérieur. Puis, il est en train de faire sa tournée de festival. Donc, il y a quelque chose qui ne m'appartient plus. Puis là, je suis dans la phase où je reçois justement des commentaires. Donc, je suis toujours très gênée. Là. C'est toujours bizarre de savoir comment réagir face aux commentaires. Mais en même temps, je reçois, puis Mais c'est sûr que d'un autre côté, on se dit toujours, quand on a fini un film, on voit toujours ce qu'on aurait pu faire différemment. Puis on se dit toujours, en fait, est-ce que c'est moi? Non, c'est pas nécessairement moi. Telle partie, je relate plus forcément à ça. Enfin, mais je pense que c'est ça. Moi, je suis très intéressée par le processus. Puis le fait d'avoir fait le processus, c'est fait. Puis je suis très contente de l'expérience en tant que telle. Oui, parce que j'ai toujours trouvé que
le après, donc quand le film commence à aller en festival, il y a toujours cette notion, pour moi, c'est comme la dernière étape de faire un film, qui serait comme aussi, là, le film commence à t'en apprendre sur toi-même ou sur comment tu règles certaines choses dans ta vie ou comment ça répond à cet élan-là que tu as créé. Fait que c'est super beau de voir aussi comment le processus continue, là. Oui, puis aussi, faire un film d'animation, c'est qu'on ralentit le temps, ou en tout cas, on distord le temps. Donc, moi, j'ai vraiment senti que j'avais perdu un peu la notion du temps, donc, parce qu'on dessine image par image. Puis après, on appuie sur play, puis là, ça fait 1 seconde. Puis on a travaillé toute la journée. Puis après, tu reprends ta journée, puis là, le rythme est rapide. Donc, j'avais un débalancement. Puis on avait eu des discussions là-dessus avec Rachel Sanson, une autre réalisatrice. Puis qu'on a reçu, qu'on a reçu dans nos studios aussi. Ouais, pour Crème à glace. Ouais, c'est ça. Puis on avait eu plein de discussions philosophiques sur ce rythme et ce débalancement-là. Et c'est vrai que ça demande un réajustement à la fin, un petit peu de sensation du réel. Là, je sais pas comment dire, mais... Je sens que d'avoir été dans une bulle pendant 2 ans et demi, là, on perd un peu un sens du temps. Ouais. Mais tout ça aussi mis ensemble avec la pandémie en tant que telle qui a vraiment travaillé sur nos rapports au temps, je trouve. Aussi, ouais. En fait, j'aimerais revenir à quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure. Tu parlais des commentaires que tu reçois. C'est quoi les commentaires que tu reçois le plus souvent? Ben, il y a autant du monde. Parfois, il y a des projections où il y a du monde qui viennent en disant « Moi aussi, je suis hypersensible. » Puis moi, je suis comme « Oui, mais en tout cas, je me sens mal parce que moi, je suis pas trop diagnostique. J'aime pas nécessairement le fait d'avoir une étiquette puis de dire « Je suis hypersensible. » Donc, ça m'excuse de tout. Mais j'aime plutôt le fait qu'on... En fait, je pense qu'on est tous très, très sensibles. Puis qu'après, on se met des couches de bulles par-dessus pour nous protéger. Puis c'est ça qui fait qu'on a des rapports sociaux qui fonctionnent. Ouais, donc beaucoup de commentaires là-dessus, sur cette sensibilité où ils se sont reconnus dans les trucs de son, de sensations physiques, etc. Mais non, sinon, les commentaires, c'est... Je pense que ça résume bien les étapes du deuil, puis les gens aiment bien se plonger dans cette espèce de récit accéléré d'étapes du deuil. Je pense que souvent, j'ai des bons commentaires là-dessus aussi. Ouais. En fait, moi, je vais sauter dans une question plus technique. Est-ce que tu peux me parler des techniques d'animation que tu as utilisées? Ouais, la technique que j'utilise principalement là, dans la plupart de mes projets, c'est la rotoscopie. Donc, ça, dans le fond, on vient filmer une séquence. Puis à partir de là, on vient redessiner image par image. Donc ça, c'est la base. Mais après, je venais faire des formes qui se déforment, enfin des objets qui se déforment, de la végétation, etc. Ça, c'était plus du dessin libre, en tout cas. Mais pour la rotoscopie, oui, j'ai eu des séquences de tournage à l'ONF où on venait faire des plans plus complexes. Que vous faites en studio? Ouais, c'est ça. Comme des plans vus de haut, etc. Ouais, là, ils ont des grands studios, fait qu'on a pu changer les angles. Et puis sinon, c'est moi dans ma cuisine qui fait un mouvement de ciseaux, qui le filme, puis qui vient le redessiner. Wow. Puis je voulais déformer aussi des parties. Donc il y a... En tout cas, la rotoscopie sert de base, puis on vient jouer après avec le dessin. Ouais. Ton rapport à la nature, justement, je le trouvais vraiment magnifique. Tu sais, comment ça évolue aussi, mais comment il y a comme aussi ces cycles-là. Puis je me demandais, pour toi, qu'est-ce que ça représentait, pas nécessairement dans ton film, mais dans ce rapport-là que tu as avec le monde naturel, puis comment tu l'as intégré avec les personnages, dans le fond? Ouais, c'est ça. Moi, je le voyais... Enfin, je voulais vraiment clairement faire un peu une opposition de la ville efficace, carrée, et puis justement... le film démarre avec une plantation d'arbres très alignée, là. Oui. Donc, je voulais vraiment faire le lien entre l'alignement, puis le désordonné, puis le chaos. Mais mon rapport à la nature, c'est sûr que je suis très, très attachée à la nature. Ma mère était... avec mes parents, on vient d'Alsace, donc on allait beaucoup dans les châteaux d'Alsace se promener. Puis, on avait un rapport très fort avec la forêt, donc... Puis, c'est là qu'ils sont morts aussi. Donc, je voulais un peu ramener ça aussi dans le film. Puis, ce rapport-là, très de cohésion. Puis ouais, en tout cas, que quand quelqu'un meurt, finalement, on retourne à la nature. Puis, on fusionne avec. Donc, ouais.
Puis ça me servait dans le film aussi d'éléments d'opposition, des branches qui lui poussent sur la tête, qui sont comme un danger pour les autres. Ils viennent lui couper ses branches. Puis là, je voulais parler un peu de l'automutilation, le fait de se... À la fin, elle prend les ciseaux, puis elle commence à se couper elle-même. Donc, c'était un symbole pour moi pour illustrer l'automutilation aussi, et tout ça. On peut maintenant passer à Justine. Bonjour, Justine. De ton côté, on passe dans un autre registre. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Est-ce que tu peux nous décrire ton projet, ton film? Oui, en fait, c'est un film qui se passe à Noël, donc au temps des fêtes, avec deux petites sœurs qui errent un peu dans la ville, qui sont à la recherche de l'émerveillement du temps des fêtes et tout ça. Puis, quelque chose va se passer devant leurs yeux qui fait en sorte que donc la plus vieille des sœurs, va passer du côté un peu du monde adulte, va un peu briser son émerveillement, mais puisque sa petite sœur a été préservée de ça, ben, elle va un peu la protéger ou protéger son innocence de ce qui reste. Là. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné l'idée pour ce film? Je voulais camper une histoire dans un contexte qui était comme une fête. Donc, que ce soit la célébration de la Saint-Valentin, de Noël, par exemple. Je trouvais que oui, il y a beaucoup de nostalgie qui vient avec Noël, mais il y a aussi beaucoup un cycle. Donc, on revient une fois par année, puis on s'interroge sur, depuis l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc, il y a comme ce côté-là qui m'intéressait de franchir une étape à Noël. Puis l'idée, honnêtement, c'est un peu flou comment l'idée exacte est venue, mais c'était beaucoup... autant on le voit dans Oasis, mon autre court-métrage, mais je m'intéresse beaucoup à l'exploration de cette ligne-là entre l'enfance ou l'adolescence et le monde adulte. Puis, je pense que le côté un peu l'origine de l'histoire, il y avait cette partie-là de moi qui réfléchissais à ma relation avec ma propre sœur, puis qui avait passé beaucoup de temps dans mon enfance, un peu inconsciemment, à la protéger du monde adulte. Donc, je me rappelle à l'école ou quand on commence à entendre des propos, qu'on se demande un peu ça vient d'où, on n'est pas sûr si c'est pour les enfants et tout ça, ou même on voit des films et tout. Puis, on dirait que je protégeais ma petite sœur, puis je lui disais « Oh non, mais ça, dans le fond », puis là, je lui racontais des histoires. Fait qu'on gardait comme la magie ensemble parce que moi aussi, j'adorais partager cette magie-là avec elle. Puis, mais moi, par contre, je continuais à grandir un peu malgré moi. Puis c'est comme une étape que j'ai trouvé ça dur de rentrer dans le monde adulte parce que j'aimais ce qu'on partageait comme de ma petite sœur et moi. Donc, c'est cette ligne-là que je voulais explorer. Puis qu'est-ce que ça signifie aussi dans une relation fraternelle, surtout, là. Qu'est-ce que ta sœur a pensé du film? Hein? On en a parlé justement de ça, de notre enfance. Puis elle était « Oh, je savais pas et tout. » Puis elle je pense qu'elle a beaucoup apprécié et tout. Puis ça lui a juste permis aussi d'avoir une nouvelle perspective sur notre relation qu'on avait eue quand on était enfant. Comment s'est passé le processus d'écriture du film? Est-ce que ça a pris du temps à l'écrire? Est-ce que... Oui, il y a eu beaucoup de versions pour ce film-là. Puis il y a eu beaucoup de versions aussi selon les lieux qu'on trouvait. Parce que pour moi, dans l'écriture, c'était vraiment important de trouver les lieux aussi pour m'imaginer comment on va faire les choses, puis qui sont les personnages et tout. Puis jusqu'à la fin, en fait, quand on a trouvé les actrices, donc Simone et Florence, au scénario, c'est leur vrai nom. Donc, on n'a pas changé leur nom. Puis là, à partir de ce moment-là, c'était vraiment de bâtir ce qui allait se passer. Il y avait déjà les scènes, mais bâtir leurs interactions selon qui elles sont. Donc, c'est comme un peu si le processus d'écriture était beaucoup toujours en adaptation. Avec les nouveaux éléments qui s'ajoutent. Oui, puis les éléments du réel, beaucoup. Puis je pense que ça, c'est quelque chose, puisque j'aime beaucoup le documentaire aussi, d'ajouter comme ces éléments-là, puis prendre en compte, oui, les contraintes, mais aussi qu'est-ce que les actrices ont à nous offrir, mais qui elles sont aussi dans leur personnalité plutôt que de leur forcer un personnage. Pour moi, c'était vraiment important que autant que la caméra soit devant, film ou non, elles sont les mêmes. Donc, il y avait comme toute cette fluidité-là qui faisait partie de l'écriture un peu aussi à un certain point, là.
Mais ouais. Mais le film, au début, se passait dans un centre d'achat. Oh, wow! OK. Il y a eu plusieurs versions. Oui, puis justement, moi, je l'avais toujours imaginé dans un centre d'achat. Puis c'est avec Amélie Tremblay, la productrice du film, que là, on commençait à trouver qu'il y avait beaucoup de contraintes pour tourner dans un centre d'achat, la nuit, avec des enfants, pendant le temps des fêtes. Ça a commencé à être beaucoup. Puis on a trouvé ce petit marché de Noël-là, qui était extérieur, qui est dans le vieux Longueuil. Okay. Oh, wow, OK. Ouais, qui était justement dans les semaines, juste, on a pu en profiter juste avant qu'il ouvre pour le temps des fêtes. Fait qu'il y avait déjà les maisons et tout. Donc, ça a été une contrainte justement qui a permis de réécrire un univers qui était peut-être plus justement aligné à la réalité qu'on avait, mais aussi qui donnait des nouvelles idées au final. J'ai adoré le contexte et l'ambiance de ces rues, de ces petites filles qui partent toutes seules avec la mère, ambiance années 80, oui, faut y aller. Mais c'est ça, ouais. C'est ça que j'aimais, dans le fond, de pas... de nous fier aux nouveaux lieux, puis de toujours que ce soit une démarche en évolution, en fait, puis qu'il y avait, finalement, le centre d'achat rêvé, peut-être qu'il y a quelque chose, au final, qui est mieux pour le projet. Aussi, ou dans l'ambiance que je cherchais à matérialiser. Ben, moi, ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, je l'ai regardé d'ailleurs avec mes 2 petites filles, dont ma plus jeune qui s'appelle Frédéric. Ah donc, oui, quand j'ai vu à la fin le nom. Oui. Puis c'est ça, moi, c'est que j'ai été dans un état où j'avais peur qu'il se passe quelque chose de grave, en fait, dans le film. J'étais comme un peu... parce qu'on voit ces 2 petites filles, on voit cette ambiance de Noël, les gros adultes qui prennent la place. Et il y a quelque chose qui nous met en tension, justement, parce qu'on s'attend. Et en même temps, j'aimais tellement l'ambiance entre les 2 sœurs qui restent tellement dans un cocon sous leur petite table et dans la douceur, et même quand elles vont se promener. Donc, c'est très fin. Et je me demandais comment toi, comment tu as décidé de ça au départ. Est-ce que c'était... Ton objectif, c'était de sentir justement ce débalancement de c'est fini pour la grande, l'enfance est en train de partir un petit peu, ou est-ce que c'était justement tu voulais créer cette tension-là aussi, qu'on se demande justement si quelque chose va se passer. Est-ce que c'était dans ton... Oui, je pense que je voulais créer cette tension-là comme doucement puis en progression, de me dire tranquillement, on sent qu'il y a des éléments qui, c'est pas magique seulement et tout. Puis la comparaison que je faisais aussi justement dans ces scènes-là, c'était quand, par exemple, on est à Disney où on voit des mascottes ou peu importe, puis là, comme... On les voit cloper. Oui, il s'en va prendre... où tu vois ses espadrilles, ou il s'en va prendre sa bouteille d'eau en plastique, puis là, ça défait. Ou moi, je me rappelle, on avait été à Disney, puis là, j'avais réalisé qu'il y avait comme 4 Mickey Mouse dans chaque parc, puis que là, t'es comme, comment il fait pour être là et là? Puis, mais tu crois encore, puis tu gardes cette magie-là, même si tu sais qu'il y a tranquillement des petits éléments qui font pas trop de sens. Puis justement, je voulais jouer avec ça, qu'il y a comme des petits éléments, puis qu'avec nos yeux d'adultes, on peut sentir cette tension-là parce qu'on les voit clairement comme la fée des étoiles qui a l'air pas très bien. Le Père Noël est fatigué. Très fatigué, tous. La Mère Noël est impatiente et tout. Donc, toute cette étrangeté-là qu'à l'âge adulte, on peut bien déceler, mais qu'enfant, parfois, même si on les voit, on décide de pas les voir, en fait. Oui. Ou de vraiment être dans cette magie-là. Puis, je voulais vraiment créer cette tension-là, mais cet équilibre-là de tension entre quelque chose, on sent que ça va vers un point culminant, mais aussi la bulle des 2 sœurs ensemble qui est comme plus grande qui que est tout. Forte, on la sent bien. Oui, puis que malgré le monde un peu obscur dans lequel elles évoluent, il y a quand même cette bulle-là qui existe. Puis c'est un peu ça, pour moi, qui était relié à la fin de sa mère, mais qu'est-ce qui se passe si cette bulle-là est tranquillement en train de se briser aussi. Mais je trouve ça vraiment beau parce que c'est doux. En fait, c'est que oui, ça se brise, mais c'est progressif et doux. Donc, on est tendu, mais en fait, on sent très bien la réalité qu'on vit tous d'une bulle qui s'effrite, mais pas forcément en un choc clair, mais par des petits détails. Oui.
C'est un peu ça aussi la réflexion, tu sais, quand on repense à notre enfance. Souvent, tu sais, il n'y a pas de moment où peut-être, oui, il y en a parfois, mais dans mon cas, c'était pas un moment où du jour au lendemain, je suis basculée du monde des adultes, mais c'est plus comme cet étirement-là dans les détails, dans les petits moments partagés et de moins en moins partagés avec notre frère et sœur. Puis c'est comme, pour moi, c'est ça qui fait que la bulle commence à avoir quelques trous. J'étais curieuse, comment est-ce que tu as trouvé tes deux sœurs? Par le processus classique d'audition. OK. Mais vraiment, ça a été comme un coup de cœur. Florence, c'est la première que j'ai trouvée. C'était vraiment... elle incarnait le personnage que j'avais en tête. Puis elle avait comme vraiment une intelligence émotionnelle, puis une douceur. Puis pour moi, c'était vraiment important aussi de... On n'était pas dans la performance de jeu, mais aussi beaucoup dans les jeux de regard, les non-dits, la façon qu'elle puisse ressentir quelque chose à travers l'écran. Puis Simone, on l'a trouvée aussi pas longtemps après. Puis après, le test était est-ce que les deux s'entendent bien parce qu'elles n'étaient pas sœurs dans la vraie vie. Donc, c'est de voir leur dynamique. Puis on a fait justement dans la démarche de ça beaucoup de céramique café, des petites activités et tout pour bâtir le lien, voir si aussi elles peuvent être comme si elles ont confiance l'une envers l'autre sur le tournage et tout. Puis je pense qu'elles ont continué à se voir même après le tournage. Qu'est-ce qu'elles ont pensé du film? Hein? C'est sûr qu'elles étaient fières, parce que c'était dans leur première, pas première expérience, mais je pense que Florence, c'était son premier film de fiction. Puis Simone, elle en avait déjà fait, mais dans les premières expériences. Donc, je pense qu'elles ont beaucoup aimé. Puis c'était comme, ah, mon Dieu, de voir après 1 an aussi, là, le temps qu'on fasse le montage et tout. Donc, de voir qu'elles avaient déjà grandi. En fait, c'était pas tant par rapport au film, mais c'était plus là, de voir leur image puis de voir, ah, mon Dieu, mais là, j'ai grandi et tout. Je suis comme ça. Fait qu'il y avait comme une conscience de où elles étaient rendues. Est-ce que ce film t'a appris une leçon particulière? Oui, tantôt, Martine, tu parlais de justement quelles épreuves on traverse nous-mêmes en faisant un film parfois, puis comment justement c'est... même quand le film est fini, qu'est-ce qu'on porte encore ou à quoi on a répondu. Puis ça me faisait penser que pour moi, c'était pas comme une leçon, mais c'est le 2e film et parmi beaucoup d'autres choses que j'avais écrites et tout qui traitaient un peu de cette ligne-là entre l'enfance et l'adolescence, cette ligne-là que je voulais vraiment explorer. C'est comme si en finissant le film, j'ai vraiment senti que j'ai répondu à cet élan-là d'explorer ça, puis que c'est comme si j'étais prête à de nouveaux thèmes, comme si ces thèmes-là avaient guéri quelque chose en moi ou avaient vraiment comme porté ma réflexion plus loin ou comme si j'avais exploré ce que je voulais démystifier de ce rapport-là à l'enfance, au monde adulte et tout. Donc, je pense que j'irai avec ça, puis comment aussi un film peut, sans même qu'on pense que c'est une thérapie quand on le fait, mais qu'il y a comme il y a quelque chose qui se répond à l'intérieur de nous que je trouvais vraiment important aussi, puis qu'on allait dans... que je suis allée comme dans ce sens-là un peu inconsciemment. Fait que je dirais que c'est cette leçon-là. Sinon, la leçon, mais quelque chose que je voulais vraiment comme appliquer dans mes prochains films, c'était ce mix-là entre le documentaire et la fiction dans la démarche. Donc, tu sais, des fois, il y a la question de est-ce que le documentaire est un genre ou est-ce que, justement, c'est juste une façon de faire un film? Donc, si c'est un outil, comme la fiction en serait un, est-ce qu'on peut donc utiliser un peu du docu, de la fiction pour comme aller dans une démarche? Autant l'animation aussi, il y a beaucoup ça aussi, est-ce que l'animation est un genre ou une manière de raconter qui est différente? Donc, c'est déjà la fin. Un grand merci à Martine et à Justine d'être venues nous voir.